Bonsoir. Un artiste disait, je cite, « Il y a deux justices, vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. » Fin de citation. Au Cameroun, nous avons récemment assisté aux prestations de serment d'une part, prestations de serment bien évidemment d'avocats, et d'autre part la tenue du Conseil supérieur de la magistrature avec en prime les nominations et affectations de certains magistrats. S'il est important pour le premier de maîtriser la loi, doivent-ils bien connaître le juge? Dans cette bonne connaissance, est-ce pour rendre de façon juste la justice ou alors de justifier à tort ou à raison l'accusation d'être un corps corrompu? Des deux entités, c'est-à-dire avocats et magistrats, qui sont les plus corrompus et qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Ces questions, je vais les poser à l'invité de ce soir. En tant qu'avocat, il va déjà nous dire comment est-ce que ça se passe dans leur profession et bien évidemment son rapport avec les juges. Avant les prétoires, il a fait son primaire à l'école publique de Bafou Carrefour et au lycée de Tchang, c'est dans la région de l'Ouest. Le supérieur se fera avec des études de droit à l'université de Yaoundé, puis de sciences politiques à l'université de Douala. Il est admis vice-major à l'examen d'entrée au barreau du Cameroun, c'était en 92. Il en sort également vice-major 2 ans plus tard. Né le 24 janvier 1960 à Mbassessa Ndiomok, c'est toujours dans la région de l'Ouest. Il est marié et père de plusieurs enfants. La politique, il se connaît aussi. Il est président du parti politique Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, en abrégé PADEC. Vous l'avez bien compris, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Jean de Dieu Momo est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Donquin, bonsoir vos téléspectateurs de STV. Je suis honoré par votre invitation. Comment je devrais vous appeler, monsieur le ministre, maître? Maître, c'est bon, puisque c'est Maître Momo que vous avez invité, c'est pas le ministre, alors. C'est intéressant que je retrouve ma peau de l'avocat. Est-ce qu'on devrait séparer, on devrait vous séparer aujourd'hui de l'avocat du ministre? Vous savez, l'avocat, il reste avocat, mais la fonction que j'occupe actuellement de ministre n'efface pas que je reste toujours avocat. Et donc, normalement, quand même, je suis omis du tableau. La loi dit que lorsque un avocat exerce les fonctions gouvernementales, il est omis du tableau. Donc, je n'exerce plus en tant qu'avocat. Je reprendrai si je ne suis plus au gouvernement. À ce moment-là, je pourrais reprendre. Mais j'ai l'intention de rester longtemps au gouvernement, c'est pour vous rassurer. Je vous l'ai dit, on vous souhaite peut-être encore beaucoup de temps. Voilà. Bon, quand même, l'avocat va quand même nous expliquer quelques parties de ce métier-là. Déjà au Cameroun, comment est-ce qu'on devient avocat? D'abord, je voudrais vous saluer pour l'introduction, parce que ce que vous avez dit pour annoncer, aux États-Unis, j'avais acheté un t-shirt où il était marqué et great lawyer knows the judge, a good lawyer knows the law. Et c'est ça, vous avez commencé par ça. Un grand avocat connaît le juge. Un bon avocat connaît la loi. Et donc, c'était un peu ma devise. Je voulais être un bon avocat, non un grand avocat. Et donc, ma carrière s'est faite autour de ça. Je ne connaissais pas les juges. Je n'allais pas vers eux, je n'étais pas celui qui fait les couloirs. Je m'en tenais à mon droit. Et je défendais la loi. S'il arrive que je perde une procédure, moi je sais qu'il y a j'exerce les voies de recours. Je vais à l'étape supérieure. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Donc oui, vous avez bien fait. Alors comment devient-on avocat pour venir à votre question? Je suis de la première promotion qui a obtenu le CAPA,
de certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La première promotion qui a présenté un examen. Parce que avant nous, c'est-à-dire avant la loi du 19 décembre 1990, on devenait avocat par parrainage. C'est-à-dire qu'on introduisait le dossier au ministère, on avait un parrain, un maître de stage, c'est-à-dire un avocat ancien, chez lequel on faisait son stage, on suivait son stage, et au bout de 2 ans, on prêtait serment pour devenir avocat. Mais quand c'est arrivé à mon tour, j'ai introduit mon dossier, on m'a dit d'attendre qu'il y a une loi qui va sortir. Nous étions en 88, 89. On m'a dit qu'il y a une loi qui va sortir. Et donc, du coup, nous avons attendu en 89 et la loi n'est sortie que le 19 décembre 1990, donc pratiquement presque 2 ans plus tard, pour organiser un examen en 91. Donc voilà, on y accède aujourd'hui par la voie d'un examen. Un examen, ce n'est pas un concours. Un examen, c'est qu'il y a plusieurs personnes, mais il y a une barre. On peut fixer la barre à 12 de moyenne, 12 sur 20. Et si vous avez 12 sur 20... vous êtes pris. Voilà. Est-ce que, selon vous, puisque vous avez connu les 2 méthodes, est-ce que celle-ci est la meilleure? Oui, c'est pour vous montrer la progression. Avant, c'était pas ça. Avant, c'est-à-dire la loi antérieure à 90, on y accédait par parrainage. Aujourd'hui, on y accède par voie d'un concours. On y arrive, on fait un concours pour devenir avocat. Et je pense que le problème, c'est au niveau de la formation maintenant. Ça, c'est l'entrée. Parce que au niveau disons, de la constitution du dossier, ce n'est pas ouvert. Il faut d'abord avoir un parrain de stage. Puisque nous n'avons pas encore une école de formation, une law school. Mais ça vient, n'est-ce pas? Un institut d'études judiciaires. Nous en avons parlé au Grand Dialogue. Donc, nous sommes en train de mettre ça en place. Et en attendant cela, vous avez un parrain qui va vous parrainer durant votre stage. C'est-à-dire que vous allez passer le concours pour accéder, n'est-ce pas, l'examen d'entrée au barreau. Vous allez passer l'examen d'entrée au barreau. Et à ce moment-là, vous allez suivre votre formation chez un avocat ancien, un avocat qui a plus de 5 ans d'ancienneté. C'est lui qui va vous montrer les rouages de la procédure, c'est lui qui va suivre votre stage, attester de votre moralité. Mais aujourd'hui, le barreau organise également des formations. Vous savez, il y a des maîtres formateurs, les maîtres Chungan, les maîtres Monté, Patrice, les bâtonniers, les autres bâtonniers, y compris Tchakouté Patier ou Nikamga. C'est des gens qui forment. Ils sont nombreux. Moi, je peux pas les citer tous, sinon. Donc, ils forment ici à Douala, à Yaoundé, c'est pareil. Bon, de mon temps, c'était une formation nationale. Nous n'étions pas très nombreux. Je crois que nous devions être une 50aine. Donc, on faisait une formation nationale à l'époque. Nous pouvions nous retrouver à Douala, tout le monde venait. Et on faisait une formation dans les salles, dans les grandes salles d'audience. Après, on pouvait se mouvoir pour aller à Yaoundé, suivre les mêmes formations. Et on faisait des exercices de plaidoirie. D'ailleurs, de mon temps, j'ai souvenance que nous avons présenté quelque chose qui est passé à la télévision nationale, la CRTV. C'était le procès du Christ. C'était nous les acteurs du procès du Christ. Et on simulait des procès anciens, des procès qui sont passés. On devait simuler également le procès de la rébellion avec Ernest Ouandier, Monseigneur Ndomo, et moi j'étais dans le rôle du procureur. Moi j'ai toujours aimé jouer le rôle du procureur. Et dans cette affaire-là, moi je prenais un réquisitoire contre Jésus-Christ. Et ça avait été filmé, on doit encore avoir les traces de ce film. Donc on faisait comme ça, et on faisait une caravane autour du monde, autour du Cameroun pour faire ça, voilà. Mais vous avez parlé tout à l'heure de parrainage. Ce parrainage-là fait un peu bruit parce qu'il se dit il faut avoir certaines relations pour avoir des parrains. Est-ce que finalement ça veut dire celui qui n'a personne devant, comme on dit chez nous, est-ce que ça veut dire qu'il est abandonné? Je le crains. Parce que même de mon temps, il fallait avoir un parrain.
Je veux dire, du temps ancien, avant la loi de 1990, oui. il fallait un parrain pour vous parrainer, pour vous suivre. Et tant qu'il n'y a pas l'école, il vous faut un parrain parce que après l'examen, vous allez suivre votre stage où il n'y a pas une école de formation, il n'y a pas encore une law school. Donc, il faut quelqu'un qui accepte de vous prendre dans son cabinet pour vous parrainer, pour vous suivre, pour vous enseigner, pour vous entraîner, pour vous servir de tuteur. Et donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, je me souviens que j'ai cherché longtemps un parrain. Et il a fallu qu'un de mes oncles, qui était un peu introduit, me trouve, n'est-ce pas, mon premier parrain, qui est maître Alice Zonga, à Yaoundé. C'est elle qui m'a donné ma toute première lettre de parrainage pour que j'accède au barreau. Donc oui, il y a un problème là-bas, mais qui va être résolu avec, n'est-ce pas, bientôt, je l'espère, la création de l'Institut d'études judiciaires qui est en cours. Nous sommes en train de travailler dessus. Et au grand dialogue national dernièrement, les participants ont beaucoup insisté. Parce que le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, nos jeunes qui sortent de l'université et qui veulent embrasser la carrière d'avocat sont obligés d'aller dans les pays voisins pour se former. Et nous ne maîtrisons pas toujours cette formation-là. Oui. Parce que quand il va au Nigeria, par exemple, ou au Rwanda, faire son droit, c'est pas exactement la même chose que nous avons ici, c'est pas les mêmes lois que nous avons. C'est vrai, le droit, n'est-ce pas, on peut dire qu'au Nigeria, oui, il y a la common law, n'est-ce pas, mais au Rwanda, c'est la civil law. Donc, dans tous les cas, et ce serait intéressant que le Cameroun et le barreau s'occupent de la formation des avocats camerounais. Il faut qu'ils sortent de nos écuries. Ils doivent sortir de nos écuries, ils doivent être, n'est-ce pas, répondre de notre propre formation. Mais c'est en bonne voie. Je suis avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous en avons fait une préoccupation prioritaire. Et nous sommes en train de travailler dessus. D'ailleurs, je puis dire que nous profitons également de l'appui du barreau, qui est consulté. Nous avons déjà reçu un certain nombre d'informations de la part même de la commission que nous avons mise en place au niveau du ministère de la Justice. Et je crois que on va le faire. Et il y a même, je pense, une organisation internationale qui a promis de nous aider. Bon, nous espérons qu'on va passer quand même de la promesse à l'acte. Ouais, parce que créer, c'est comme l'ENAM existe déjà. On aurait pu attacher ça à l'ENAM, mais on peut également rattacher à une université. Il y a plein d'universités ici. Il y a des universités ouvertes, l'université à Tchang, qui peut abriter une law school. Il y a l'université à Bouya, qui peut abriter une law school. Il y a l'université à Yaoundé, qui peut abriter une law school. Donc, on va voir comment on peut réduire nos coûts. Parce que c'est quand même les coûts pour l'État qui va s'occuper de la formation. Également pour le barreau, qui pourra éventuellement contribuer, comme le barreau contribue à la formation, n'est-ce pas, des avocats stagiaires actuellement. D'accord. Est-ce que l'examen pour l'entrée au barreau, qui le fixe? C'est le barreau ou c'est le ministère qui décide des dates Disons qu'au regard de la loi, c'est le barreau et le ministère s'entendent pour fixer. Mais dans la pratique, c'est le barreau qui saisit le ministre pour lui dire, nous sommes prêts à organiser. Et la loi a prévu un canevas. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il doit saisir le ministère avant le mois, n'est-ce pas, de février. Parce qu'il faut planifier tout ça. Il faut organiser, ça prend de l'argent, hein. Et ça prend beaucoup de choses. La paperasse, il faut convoquer les gens qui vont corriger, et les jurys, les membres du jury qui sont des enseignants d'université, qui sont des magistrats, qui sont des avocats, etc., qui doivent surveiller. Et il faudrait leur assurer quand même au moins le transport ou bien la convivialité, n'est-ce pas? Donc ça prend un peu d'argent. Donc le barreau, quand il est prêt, il nous saisit. D'accord. Il saisit le ministère de la Justice et le ministère. Nous avons une direction
en ce qui concerne le barreau, la direction des professions judiciaires organise cela avec le barreau, avec le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre. Est-ce que c'est toute cette procédure-là qui peut justifier les dates pas toujours fixes de ces examens-là? Parce que certains estiment que ces dates-là, c'est pour... c'est pas net. Non. C'est pour masquer quelque chose. Non, ou alors non, est-ce qu'il faut douter de la crédibilité de l'examen avec... On ne masque rien. Et puis, quel intérêt? Je lui ai dit, pas d'intérêt, pas d'action, n'est-ce pas? Quel intérêt on aurait à fausser le jeu? On n'a pas vraiment intérêt à bloquer les enfants, à bloquer notre jeunesse. Au contraire, nous sommes là pour faciliter. L'un de mes rôles, c'est être facilitateur. C'est-à-dire faciliter la vie aux citoyens, aux usagers, faciliter la vie à cette jeunesse qui veut accéder au barreau. Mais sur le plan pratique, il peut y arriver que nous soyons saisis hors délai. Ouais. Et que le planning qui nous permet d'organiser, n'est-ce pas, dans le délai que la loi a fixé, ne puisse pas, n'est-ce pas, concorder avec le moment de la saisie. C'est pour ça que moi, j'avais déjà, en tant qu'avocat, suggéré à mes confrères qui sont au barreau d'envoyer tôt. Parce que l'année dernière, par exemple, je crois que j'ai reçu quelque chose comme ça qui était un peu tardif. Et bon, je voulais rattraper ça rapidement, mettre un peu les bouchées doubles pour que on soit dans les délais, mais parfois c'est très compliqué. Vous comprenez? Donc, quand on est saisi à temps, tout va bien. Tout va bien, on peut organiser. Ce n'est pas une volonté du ministre d'empêcher les gens d'accéder au barreau. Pourquoi? Nous, plus on a des avocats, d'ailleurs on n'en a pas encore suffisamment. Parce que nous avons des juridictions qui ne sont pas couvertes. À Tibati, il n'y a pas d'avocat. À Mbam, il n'y a pas d'avocat. Vous avez des grandes juridictions où il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne dont tous sont agglutinés à Yaoundé, à Douala. Mais, vous savez, moi, j'ai commencé moi-même ma carrière dans une région où il n'y avait pas d'avocat. J'étais le seul avocat dans la région du Sud. Bon, avocat entre guillemets, parce que quand je m'installais au Sud à l'époque à Ebolova, il n'y avait pas d'avocat à Ebolova, il n'y en avait pas à Saint-Mélima, il n'y en avait pas à Kribi. Vous voyez? Ouais. Et donc moi, j'étais un peu l'avocat de la sous-région. Vous aimez bien le Sud quand même? Ah oui, je suis tombé amoureux du Sud. Le Sud est accueillant. Le Sud est ouvert, c'est de la verdure. Les peuples sont charmants. J'avais une maman, Boulou, qui lisait la Bible en Boulou, mais qui ne parlait pas un traître mot de français. Et alors, imaginez ma conversation avec ma mère Boulou, qui ne me comprend pas, et que je ne comprends pas, je parlais pas Boulou. Voilà, en dehors des petits mots, ambolo, etc., des petites salutations de politesse, je ne parlais pas Boulou. Oui, j'aime beaucoup le Sud, parce que le Sud est vraiment accueillant, vous avez des personnes très chaleureuses là-bas, et c'est tellement ouvert, c'est tellement vaste. Voyez-vous? Ok. Le barreau est monté au créneau récemment encore pour se plaindre. Ils ont dénoncé des dérives dont sont victimes des avocats dans les brigades et autres commissariats. On se souvient que l'année dernière, déjà en septembre, il y a eu suspension de robes. Avec ces mêmes faits, est-ce qu'on doit comprendre que le message n'est pas passé la dernière fois? Voyez-vous, l'art est difficile et la critique trop aisée. Le président de la République l'a dit, et à l'époque, moi j'étais dans l'opposition et nous, on rigolait. Mais c'est la vérité. Les gens critiquent ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux affaires, mais ils ne comprennent pas la difficulté. Les gens se fâchent et s'emportent et pensent que le monde, n'est-ce pas, tourne autour d'eux. Le Cameroun ne tourne pas autour de l'avocature. Il y a les huissiers, il y a les notaires, il y a les magistrats, il y a les greffiers, en ce qui concerne mon ministère. Donc ils exagèrent en se plaignant? Je pense que l'effet de masse, aggregate, comme on disait en sociologie, le fait de masse fait qu'il y a une certaine exagération.
n'oubliez pas que les avocats se prennent et ils sont, je crois, des défenseurs des droits de l'homme, mais parfois ça leur prend un peu la tête à certains. Je ne parle pas globalement, je parle des individus, certains individus profitent de ça pour en mettre trop plein la vue. On a vu ce que ça a donné. Ça nous a conduit à la guerre en 2016 dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. C'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être résolu par un dialogue. Nous avons vu des avocats qui se sont fâchés pour soi-disant l'OHADA qui n'aurait pas été traduit, lorsqu'on leur a rappelé que l'OHADA avait été traduit et que c'était dans le journal officiel depuis 1996 et que personne n'avait vu. Donc parfois, les gens se fâchent les gens enfoncent une porte ouverte. Et pour le dirigeant, c'est très choquant. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait, un échange, un dialogue pourrait résoudre l'affaire. S'agissant de la question que vous posez, les violences, c'est dans le monde, ce n'est pas je veux dire, le Cameroun ne violente pas spécialement ses avocats ou sa population. Pourquoi le Cameroun violenterait ses avocats? Il y a une chose, il ne faut pas globaliser. Je suis avocat. Et dans les postes de police, c'est des policiers ou des gendarmes. C'est des êtres humains qui sont dans leur service. Si vous venez dans leur service, soyez courtois avec eux. Si vous n'êtes pas courtois, si vous venez en disant « je suis avocat », moi j'ai vécu ça. Où des gens viennent et se mettent un peu sur leur ergot, ça va froisser les gens. Mais bien sûr, il y a aussi des policiers et des gendarmes qui se comportent comme s'ils étaient devenus des juges. Et ça, c'est choquant aussi. Et il s'assoit là comme ça et il pense que l'avocat vient plaider devant lui. Mais bon Dieu, c'est pas la même formation, que chacun fasse son travail. Et ça arrive, ce sont des hommes. Et ça crée le choc, ça peut créer le choc. Vous pouvez entendre qu'on a violenté un avocat parce qu'effectivement, c'est parti sur des bases sur des querelles de personnes, d'humeur. L'un s'est senti chosifié. Et maintenant, on va globaliser, on va dire les avocats. C'est pas les avocats. Le comportement de certains confrères face, n'est-ce pas, aux institutions ou face à certaines administrations n'est pas acceptable. Je parle bien de certains confrères. Je parle pas de tous les avocats. Puisqu'il y en a qui se comportent bien. Il y a des avocats dont on n'entendra jamais parler. Mais si vous venez comme si vous étiez le Zorro, ou vous voulez libérer mon client, libérer. Mais attendez un peu. Il fait son travail. Je ressens. Je vous ai dit que non seulement j'ai été avocat, et je le suis encore, mais j'ai été un activiste des droits de l'homme de premier plan. Quand vous arriviez au Cameroun dans les années 2000, et que vous vouliez un avocat des droits de l'homme, vous disiez allez voir Momo. C'était moi. Et donc maintenant, à partir de ma posture d'aujourd'hui, je vois l'ensemble de ces choses-là, de ce qu'on peut modifier. C'est d'abord un comportement personnel. Il faut pas que les gens se cachent derrière leur robe pour attaquer les institutions ou pour attaquer les administrations en charge de la justice. L'OPJ, officier de police judiciaire, est l'auxiliaire du procureur de la République. C'est pas le procureur qui va aller arrêter les bandits. Le procureur envoie l'OPJ, l'officier de police judiciaire, pour aller traquer les malfrats. Maintenant, si vous défendez votre client, défendez-le. Et puis, ce n'est même pas à la police qu'on défend. À la police, vous présentez des arguments qui peuvent faire en sorte que ça dirige un peu l'enquête. Lorsqu'on auditionne, vous êtes là pour vous assurer qu'on n'abuse pas. Madame Donquin, les gens doivent quand même reconnaître les avancées que nous avons obtenues.
Bon Dieu, hier, c'était difficile. Avant, quand on utilisait le code d'instruction criminelle, c'était très compliqué. Il y avait la torture. C'est nous qui avons vaincu la torture dans ce pays. Nous avons fait des avancées. Il faut quand même reconnaître. Et il faut que les jeunes qui arrivent marchent quand même sur les pas des anciens. Ils ne font pas comme s'ils viennent de découvrir le droit et que c'est à eux d'inventer. Est-ce que Maître Momo aurait tenu le même discours hier? Oui, je le tenais déjà. Et ça, c'est ma particularité. J'étais différent des autres. Et c'est peut-être même pour ça que je suis là où je suis. J'étais différent des autres. Je suis de cette génération qui pense qu'on ne gagne pas une affaire au tribunal. Qui pense que c'est la justice qui gagne. Je ne suis pas en conflit avec le procureur. Il défend la société et moi je défends un client. C'est argument contre argument. Et j'ai vu des procureurs qui on dit le procureur qui est à charge et à décharge. J'ai vu des procureurs, j'ai été formé par ces gens-là, dans le tas. Je peux citer ici le procureur général Ebongue Moïse, paix à son âme, il est décédé. Ebongue Moïse était un de ces magistrats qui, au cours, que j'ai rencontré d'ailleurs à la cour d'appel du Sud, puisque c'était eux qui ont ouvert la cour d'appel du Sud, au cours d'une même affaire, vous pouvez voir comment sa position évolue. C'est-à-dire que c'est lui l'accusation. Il accuse, et au cours des débats, et il va prendre des réquisitions. Il va dire, voilà, Monsieur le Président, je pensais que, mais je vois à la lumière des débats que c'est plutôt ça. C'est ce qu'on attend de nos procureurs, mais c'est ce qu'on attend aussi des avocats. Pas que l'avocat n'est pas là pour trafiquer la vérité. L'avocat n'est pas là pour masquer la vérité. L'avocat n'est pas... Je défends ton client, mais ça ne veut pas dire que tu dois induire le juge en erreur. Je vais vous dire une chose. J'ai eu une affaire à la cour, dans une cour d'appel de ce pays, et le client a été accusé de viol et avait été condamné en instance à 5 ans. Quand j'ai lu le dossier m'apparaissait tellement clair qu'il a commis le fait. Et il plaidait non coupable. Moi, je suis allé le voir dans sa prison et je lui ai dit, mon monsieur, votre dossier là est tellement clair et limpide que personne ne va comprendre vos dénégations là. Je crois que vous avez honte de ce que vous avez fait. Il ne faut pas que la honte vous empêche de reconnaître le forfait, parce que là, vous allez énerver le juge. Le juge va penser que vous le prenez pour un idiot et il va vous frapper. Et donc, à la cour, il a donc plaidé coupable. Il avait déjà fait 2 ans, et à la cour d'appel, on lui a donné les 2 ans qu'il avait fait, et il a pu sortir et rentrer chez lui. Je parle de cette affaire parce qu'après, le président de la cour d'appel, officier qui était juge ce jour-là, m'a appelé pour me dire, mais votre client là, c'est vous qui vous l'avez bien conseillé. J'ai dit, oui, monsieur le président, c'est moi qui lui ai conseillé de passer aux aveux. Il a dit, vous avez très bien fait, vous êtes un bon avocat. Parce que moi, je m'apprêtais à confirmer sa peine. Il était venu dans sa besace, ça fait les 5 ans pour lui confirmer ça. Donc, les gens pensent que en niant le fait, ou en se rendant complice de leur client et rendre justice. Non, le rôle de l'avocat qui est auxiliaire de la justice, du latin auxilium, pour qu'ils s'amusent un peu, ils aiment trop que quand je parle le latin, du latin auxilium, montre que vous êtes là au service de la vérité, au service de la justice. Mais si un serviteur de la justice vient empêcher la justice d'être faite, alors là, vous êtes pire que le criminel. Parce qu'à la justice, il y a 2 parties. Il y a la victime et il y a, n'est-ce pas, l'accusé. D'accord? L'accusé peut être non coupable, il peut être un innocent. Et ça, la crème de la plaidoirie consiste à démontrer l'innocence de quelqu'un qu'on a cru coupable. C'est très bon, j'aime ça.
Vraiment, je ressens le frisson quand je plaide et que je peux sortir. Mais en même temps, lorsque c'est un coupable, lorsque c'est avéré qu'il est coupable, il faut penser qu'en face, il y a une victime. Si quelqu'un a violé votre enfant de 5 ans, la maman de la victime, de la fille qui a été violée, elle ressent comme une injustice incroyable si vous venez libérer le violeur de son enfant. La meilleure stratégie et la meilleure plaidoirie ici consiste quand même à passer fait des aveux. Passe aux aveux et demande les circonstances atténuantes. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il faut gagner. Gagner, on ne gagne pas un dossier. Seule la justice triomphe. Et il faut que quand vous sortez du prétoire, que la victime sache que la justice a été rendue. Et que le coupable sache que la justice a été rendue. C'est-à-dire que reconnaisse que oui, c'est vrai, j'ai quand même fait ça. J'ai eu tort de le faire. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas que les jeunes qui arrivent là, on les trompe qu'il faut gagner un dossier, à tout prix gagner un dossier. Parfois même, le dossier, les gens qui pensent qu'il faut gagner un dossier, vous avez perdu. Est-ce que moi j'ai perdu un dossier, ce dossier-là, parce que mon client a été condamné à 2 ans? Non, je pense que je suis sorti gagnant. Parce que sinon, il aurait eu 5 ans. 5 ans. Il était content et la victime était contente. Voilà une justice qui a été bien rendue. Alors dites-nous, maître, comment devrait se comporter un avocat dans un commissariat ou dans une brigade? Oui, avec courtoisie. On ne demande pas au... Quel est son rôle exactement quand il va... Il va là-bas accompagner. Et ça, c'est encore une de nos avancées. C'est une de nos victoires. Nous avons insisté, nous avons obtenu ça. Nous nous sommes bagarrés pour ça. On l'a obtenu. D'accord? On a obtenu notre code de procédure pénale depuis 2005 et qui est entré en vigueur en 2007. Et qui autorise maintenant l'avocat à assister légalement son client dès le poste de police. Qui autorise même que le client, le suspect, qui est dans les services de police, puisse demander à être examiné par un médecin. Puisqu'à l'époque, comme je vous dis, il y avait les tortures. Nous nous sommes battus parce qu'il y avait les tortures. C'est-à-dire que vous arriviez à là-bas, vous trouvez un dossier où le client a tout avoué, mais dès qu'il arrive devant le juge, il dit que non, on m'a tellement frappé que vraiment j'ai dû avouer pour sauver ma peau. Et évidemment, cette torture-là existait et faisait en sorte que la justice n'était pas rendue. Parce que j'ai vu des juges qui disent que mais comment je vais rendre, vous avez déjà avoué. Et nous, donc, notre rôle consistait à plaider, à démontrer qu'il n'a pas pu commettre le crime. Il n'a pas pu commettre le délit parce que voilà des raisons objectives. Et nous gagnons. On a gagné des affaires pour ça. On a fait progresser. Donc aujourd'hui, nous avons balisé le terrain aux avocats. Quand vous arrivez, soyez simplement courtois. Mais on ne demande pas aussi à l'OPJ de se comporter comme s'il était juge au président d'un tribunal. C'est pas un tribunal. Vous êtes là pour vous assurer que la loi sera respectée, que les règles de procédure seront respectées, qu'on ne va pas intimider votre client pour obtenir des aveux, qu'on ne va pas lui poser des petits pièges pour qu'il tombe dans les pièges et que après... On prend ça contre lui. Oui, on prend ça contre lui. Donc vous êtes là pour veiller à ça. Vous êtes les garde-fous, n'est-ce pas, de la justice. Mais vous n'êtes pas là pour dire au client, ne dis pas ça, n'avoue pas. Non. C'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas votre rôle, c'est pas le rôle de l'avocat. Vous n'avez rien à dire à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est suspect. Vous le défendez, mais vous n'avez pas à mettre les mots dans sa bouche. Non, n'avoue pas. Oh, il a avoué. Des choses comme ça, non. Nous, on a vu ça. On a vu pire, hein, madame. On a vu pire. Que ce soit du côté des avocats ou du côté... J'ai plaidé une affaire un jour et le témoin qui était au banc des témoins, qui témoignait, qui déposait, était en train de déposer et moi, j'étais en train de l'acculer.
J'étais en train de l'acculer. Et je l'avais tellement acculé que le procureur lui faisait des grands gestes là-bas pour dire non, 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 non. C'était le seul procureur, le seul témoin du procureur. Un très bon, enfin c'est un témoin expert. Ouais, c'était une expertise des documents comptables. Donc l'expert était en train d'être... Alors le procureur a dû se lever pour s'avancer, pour dire ne réponds pas. Moi j'ai crié au scandale. J'ai crié au scandale et puis on a fermé les portes, on a dû évacuer la salle parce que moi je tolérais pas des choses comme ça. Donc oui, progressivement ça vient, les gens s'habituent, les gens apprennent les règles, ça s'apprend pas un seul jour. Et quand l'avocat arrive là-bas et se comporte bien, le policier doit bien se comporter. Chacun joue son rôle, s'il vous plaît. Que chacun reste dans son rôle. Ne piétinez pas l'autre. Ne l'énervez, enfin je veux dire, ne le chosifiez pas, ne l'humiliez pas. Que le policier ou le gendarme n'humilie pas l'avocat, et que l'avocat n'humilie pas, ne cherche pas à montrer que oui, c'est lui l'avocat, etc., etc. Donc parce que avant quand vous arriviez, de mon temps, on vous disait allez m'attendre au parquet, allez attendre au parquet, allez attendre le dossier au parquet. Le mot qu'on disait allez attendre au parquet. Bon, aujourd'hui on ne dit plus ça. Donc ne remettons pas en cause les acquis, n'est-ce pas, que nous avons obtenus, et notre pays est en train d'aller de l'avant. Il faut reconnaître ces acquis-là et avancer. Il faut que cette génération fasse mieux que nous pour que la justice soit plus claire, au lieu de faire pire que nous. C'est-à-dire de fouler aux pieds tous les acquis que nous avons obtenus et qui sont méconnus par une certaine jeunesse qui manque effectivement de formation. Justement, vous parlez de formation. Selon vous, quelles sont des propositions que vous pouvez faire pour améliorer la pratique de ce métier? D'abord, les études universitaires ne suffisent pas. Il faut la pratique du terrain. Parce que à l'université, c'est la théorie. Mais il faut la confronter à la pratique. Et un bon praticien, c'est celui qui, le maçon se juge au pied du mur. Au pied du mur, ouais. Effectivement. Et puis on apprend en faisant, on tombe, on se relève, on tombe. Donc, oui, nous sommes en train de mettre en place cet institut, cette law school, où il y aura qui sera pratique. Ça sera pratique. C'est-à-dire que ce sera un peu comme l'ENAM, comme on fait avec des avocats, des huissiers et des notaires aussi, puisqu'on va les former en même temps. On va fermer tous les trois corps. Et bon, la discussion en ce moment, c'est est-ce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde? C'est-à-dire que les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, dans la même law school, pour les former, et qu'après chacun prenne sa direction. Donc, les modules de formation vont comprendre, n'est-ce pas, la pratique dans les juridictions, parce que il faudrait les renvoyer sur le terrain, c'est-à-dire chez les avocats, praticiens, pour 1 mois, 2 mois, etc., pour qu'ils restent là, pour qu'ils aillent aux audiences, pour qu'ils aillent dans les greffes, faire les diligences, pour qu'ils soient en contact avec la cour. Donc ce sera une formation théorique, mais également une formation pratique. Théorique dans la rédaction des conclusions. On n'apprend pas la rédaction des conclusions et des mémoires à l'université. Donc dans cette école, ce sera le lieu où la théorie va vous montrer comment on présente, on structure ces conclusions. Voyez-vous? Parce que les gens ont copié un peu, considérant que, ou bien attendu que, non. Les attendus, là, c'est normalement le juge qui le fait, c'est pas l'avocat qui fait attendu. Vous exposez votre affaire. Et donc, il y a tout un cours qu'on va leur montrer. Moi, j'ai vu ça à Paris, quand je faisais le barreau, l'examen du barreau là-bas, comment ils font à l'école. Ça, ils ont une école là-bas où on forme ça. Donc, j'ai quand même, n'est-ce pas, une large vue sur la question. Et je pense que si nous implémentons ça au Cameroun, nous aurons de la crème. Parce que, vous savez, nous avons la chance que dans nos universités, on forme très bien la jeunesse. Hein. Je veux dire, que ce soit en matière de droit ou de science, nous ne pouvons pas rougir face aux autres qui sont en France, qui sont aux États-Unis, et qui ont peut-être les moyens matériels plus que nous.
mais nous avons la même théorie, nous avons vraiment la pratique que nous avons, elle est extrêmement importante. Donc, on revient formation. Oui. Vous avez appelé ça institut judiciaire. Oui. D'accord. C'est un institut des études judiciaires. D'accord. Mais je pense qu'on va plutôt l'appeler Law School, parce que c'est l'appellation qui est sortie du grand dialogue, et surtout parce que nos compatriotes d'obédience anglophone qui pratiquent la common law souhaiteraient effectivement que on ait un nom qui soit reconnu internationalement. La Law School m'apparaît plus indiquée. Bon, ça c'est mon point de vue. Je sais pas comment ils vont décider là-bas mes patrons, mais pour moi, je soutiendrai que ça s'appelle Law School. Quel est le bilan que Maître Momo peut faire aujourd'hui depuis en faveur des avocats depuis qu'il est au gouvernement? J'allais dire que vous allez me poser les questions du bilan, comme certains qui me posent les questions du bilan, pour pouvoir faire des comparaisons avec leurs amis. C'est-à-dire qu'on pose à quelqu'un qui a fait 1 an, on lui demande le bilan d'1 an pour pouvoir le comparer au bilan de 7 ans d'une autre personne. Non, vos actions en faveur et ça fait que moi, je me méfie de ces genres de questions où on dit bilan. Vos actions en faveur des avocats depuis que vous êtes... Les actions que nous avons fait en faveur des avocats sont multiples et multiformes. D'abord, sur le plan matériel, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé au ministère, c'était de demander, de plaider auprès du président de la République, Paul Biya, qu'il donne aux avocats une somme de 100 millions. J'avais demandé un peu plus. Ouais. J'avais demandé 150, quelque chose, 52 millions, je pense. Il a donné 100 millions. Et j'ai dit grand merci. Et donc, c'était pour permettre aux avocats, n'est-ce pas, d'organiser leur entrée et d'inviter les avocats étrangers pour que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier des expériences okay. de ceux de l'Europe et de ceux de l'Afrique. Donc, ils étaient venus de partout. C'était formidable. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État, Laurent Esso, m'avait fait l'honneur de le représenter à cette séance-là. Et j'étais très honoré. Et ça avait été très bien. On était dans l'ambiance. Ça, c'est sur le plan matériel. Maintenant, sur le plan, n'est-ce pas, professionnel, j'ai reçu des plaintes, n'est-ce pas, des avocats qui font face, effectivement, aux officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie ou de la police, qui, de temps en temps, il y avait des violences contre les avocats. Ces violences ne datent pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Ça diminue, c'est même fini. C'est même presque fini, en fait. On y travaille. Donc, réagissant à cela, puisqu'ils menaçaient de déposer l'aéroport, etc., réagissant à cela, nous les avions appelés. J'ai mis sur la même table, dans la même salle, tous les acteurs, n'est-ce pas, de la chaîne pénale. Parce que c'est cette chaîne qui était concernée. C'est-à-dire les avocats, c'est-à-dire les magistrats, ils étaient là, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la Défense, délégué général à la Sûreté nationale, le directeur de la justice militaire, et puis aussi le CEAP, le secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire. Donc j'ai mis tout le monde. Et c'est moi qui présidais la séance. Je dis, asseyons-nous, regardons-nous droit dans les yeux, nous travaillons pour la justice, tous. Nous devrions mettre nos mains ensemble. C'est-à-dire mutualiser nos efforts pour que nous ayons une justice de bonne qualité. Il ne faut pas qu'on se tire dessus. Et immédiatement, les engagements ont été pris. Le délégué général à la Sûreté nationale a instruit immédiatement à l'ensemble de son personnel d'avoir des rapports courtois avec les avocats. Le secrétaire d'État à la gendarmerie a fait pareil et a fait mieux. A dit, ok, dorénavant, pour la formation des OPG, pour la formation des gendarmes, nous allons
mettre parmi les membres du jury, parmi les formateurs, les avocats. Les avocats, oui. On a demandé aux bâtonniers, à chaque fois qu'il y a des formations, des OPJ, comme ça, je voulais que, en se familiarisant, ils vont coopérer. Parce que quand ils se familiarisent, quand les OPJ voient parmi leurs formateurs les magistrats, les autres OPJ et les avocats, ils vont collaborer. Ailleurs, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc nous avons mis ça ensemble. Bon, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons mis ça ensemble et ça marche. Nous avons donc mis également une commission pour travailler pour la refonte. La refonte, n'est-ce pas, du texte organique des avocats. Vous savez, le texte date du 19 décembre 1990. Ça fait longtemps aujourd'hui. Ça fait quoi, 20 ans? 90, ça fait... Ça fait 30 ans? Non, ça fait 30 ans déjà. Ça fait 30 ans déjà. Oui. Donc vraiment, 30 ans, c'est beaucoup. Il faut 30 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il faut changer. Et donc, nous sommes le directeur de la législation au ministère de la Justice en train de travailler là-bas, de concert avec l'ensemble, n'est-ce pas, de la direction. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il met un point d'honneur à ce qu'une loi. Et puis, il me l'a dit, c'est même bien comme vous êtes là. C'est même bien comme je suis là parce que vous aurez une sensibilité de l'avocat et moi la sensibilité du magistrat. À nous deux, on va pouvoir trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des avocats, il faut aussi travailler pour les magistrats qui ont aussi des problèmes. Ouais. Parce qu'il ne faut pas me faire croire que comme je suis avocat, je vais défendre seulement les avocats. Il y a aussi, moi j'ai les magistrats qui ont des problèmes que nous devons résoudre et que j'ai pris à cœur de résoudre. Il y a les greffiers qui se plaignent, le statut, etc. Nous y travaillons. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que dans les réformes, là, il y a des textes sur les émoluments? Vous posez la question d'émoluments. D'abord, qu'est-ce que c'est les émoluments? Parce que les gens revendiquent les émoluments. Vous n'y avez pas droit. Les avocats n'ont pas droit aux émoluments. L'huissier de justice peut revendiquer les émoluments. Les avocats qui revendiquent les émoluments se basent sur un texte ancien, un texte de la colonisation, un texte ancien dans l'ancien texte. Oui, avant l'ancien texte même. Vous êtes déjà dans 30 ans. Oui, on est dans 30 ans après. Avant, c'est-à-dire avant la colonisation, il y avait les avoués. Il y avait le corps des avoués. Il y avait le corps des avocats, il y avait le corps des avoués, qui était un autre corps. Donc, c'est-à-dire que pour que vous bénéficiez des émoluments, il faut que vous travailliez directement pour l'État, c'est-à-dire comme l'huissier. D'accord. L'huissier de justice, le procureur général va lui demander d'aller notifier les citations à parquet, les citations à personne. L'huissier va partir pour le compte de l'État. D'accord. Alors que normalement, quand c'est un individu qui saisit l'huissier, vous payez les frais à l'huissier. Et c'est avec ça qu'il paye son loyer, qu'il paye l'électricité, qu'il paye ses charges. Les charges, oui. Or, quand c'est l'État qui envoie, l'État ne lui paye rien. On va plutôt lui signer à la fin, n'est-ce pas, il va bénéficier des émoluments. Qu'est-ce que l'avocat fait pour avoir les émoluments? Vraiment, moi j'entends ça et je rigole. Il prend ses honoraires de son client et il vient demander les émoluments à l'État. L'État n'a rien à y voir. Ils sont indépendants. C'est une profession libérale. Et non, s'ils veulent être assujettis, n'est-ce pas, au ministère de la Justice ou bien à l'État, ils n'ont qu'à le dire, qu'on leur donne. Et les commissions d'office, ce n'est pas pareil. Parce que moi, j'aurais pu comprendre qu'on demande de revaloriser le montant des vacations pour les commissions d'office, les désignations d'office. Je suis d'accord avec ça. Moi, je me suis marié avec les commissions d'office de mon temps. Et la vacation, c'est 5 000 francs CFA. D'évaluer même, en plus. La vacation, c'était 5 000 francs CFA. Et moi, je savais que si par audience, je plaide mes 5 dossiers, fois 5, ça fait 25 000. Et si je fais comme ça, au bout d'un mois, ça me fait 25 000 par semaine, fois 4, ça me fait 100 000. Donc j'ai mes petits 100 000 et je me débrouillais avec. Voyez-vous, je dis, moi, quand j'ai commencé, je pouvais me débrouiller avec ça, jusqu'à payer mon loyer. Ça, c'est les commissions d'office. J'avoue que aujourd'hui,
le montant doit peut-être être revalorisé. Mais il faut tenir compte aussi du budget de l'État et du budget qui est alloué au ministère de la Justice. Le budget. Nous avons un personnel, nous avons des prisons à construire, ce qui est plus important. Je veux dire, nous avons des palais de justice à construire. Normalement, nous devrions pouvoir être capables de construire un tribunal par arrondissement. Mais nous ne pouvons pas encore. La modicité des moyens de l'État ne lui permet pas d'envisager certaines charges. Donc, pardon, mes frères, mes confrères avocats, prenez vos honoraires, croquez-les et laissons avancer le pays. Est-ce que Maître Momo ne se trouve pas quand même un peu dur envers ses confrères? Oh, qui aime bien châtie bien, mais non, je suis pas dur. Ils me connaissent bien, ils savent que moi je suis un peu blagueur, mais ils savent que je les défends. Et en réalité, oui, j'ai même des raisons d'être dur avec eux. Parce que j'arrive au ministère très enthousiaste pour aider les confrères. Et qu'est-ce que je constate? Que ce sont eux qui sont en train de couper la branche sur laquelle je suis assis pour que je tombe. Mais attendez, si c'est vous, vous n'allez pas un peu vous réagir un peu brutalement, mais sauf que au côté du président Paul Biya, j'ai appris la tolérance. C'est-à-dire que quand vous exercez pour l'État, vous ne vous fâchez pas. Vous expliquez. Il faut être tolérant. Et vous expliquez à ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Donc ils ne savent pas. Ceux-là qui me mettent des bâtons dans les roues et qui prient chaque jour pour que je tombe ne savent pas que je venais pour les aider et que je suis toujours là pour les aider. Ceux qui viennent me voir, ils sont nombreux. Des avocats qui viennent me voir pour telle intervention, moi je le fais, je n'hésite pas à le faire. Quand vous êtes dans votre bon droit, pourquoi je ne le ferai pas? Mais quand vous n'êtes pas dans votre bon droit, dans mon cabinet, je vous dis, chers confrères, voyez-vous, il ne me semble pas que vous soyez dans votre bon droit là. Donc j'interviens, mais quand même j'arbitre aussi. D'accord. Alors dites-nous, maître, quel rôle joue le Conseil supérieur de la magistrature dans le monde judiciaire? Je crois que c'est un organisme d'État. Qui est présidé par le président de la République. Vous savez que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Le président de la République tient son pouvoir du peuple souverain, du souverain. Le souverain nous lui a donné le pouvoir. Maintenant, comme il est le garant, il a mis un organe consultatif qui est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un organe consultatif qui émet des avis, qui lui donne des avis sur la conduite à tenir, sur les mesures à prendre, sur éventuellement les sanctions à prendre. Et lui, il décide en dernier ressort. C'est un organisme qui est composé des magistrats, qui est composé, je veux dire, des députés, on a vu, n'est-ce pas, dernièrement, c'est-à-dire des représentants du peuple. Donc des gens qui n'ont pas forcément une même vision. C'est pas toujours les magistrats. Il y a les magistrats, bien sûr, mais il y a aussi les députés. Il y a aussi les gens d'autres corps. Oui. Vous voyez, pour que il ait un député, il n'est pas forcément juriste. Il faut qu'il donne un peu le regard, il jette le regard du peuple. Et on examine les situations, les cas, et ils émettent un avis que le président de la République peut suivre ou ne pas suivre. S'il juge que cet avis-là n'est peut-être pas dans l'intérêt de la politique, de l'indépendance de la justice dont il est le garant. Vous n'allez pas lui dire qu'il coupe les coups au magistrat, il va couper. Et donc, il est là pour vérifier. Le rôle du président de la République, c'est difficile, hein, c'est un rôle d'arbitre, il faut équilibrer. Dans l'intérêt de tout le monde. Combien de fois doit se tenir le Conseil supérieur de la magistrature? Que dit la loi à ce sujet? Il n'y a pas, je ne pense, il n'y a pas un délai. Je crois que la loi ne contraint pas. Mais en général, une fois par an, il peut se tenir pour examiner les situations, pour examiner
n'est-ce pas, les situations dans la justice, dans le monde judiciaire. Et ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se plaignent contre des magistrats ou contre le corps judiciaire et que le président est obligé de prendre, n'est-ce pas, des sanctions contre ces gens-là. Donc, c'est une juridiction du président de la République, mais constituée des gens, c'est-à-dire pour juger éventuellement, c'est une juridiction disciplinaire, on va dire ça comme ça, pour juger les magistrats qui se sont un peu écartés du droit chemin. Ouais. Alors, on a eu une réunion du Conseil supérieur de la magistrature le 10 août dernier. Ça arrivait 3 ans après la dernière. Est-ce que dans ce cas-là, l'institution fonctionne de façon optimale? Mais bien sûr, c'est quoi? L'institution continue de fonctionner. Je veux dire que, vous savez que il y a eu du retard. Hein? Vous en parlez parce que c'était inhabituel. Habituellement, ça se tient normalement. Il y a eu du retard. Mais vous savez que le secrétaire général du Conseil supérieur était décédé dans l'intervalle. Certains membres aussi n'étaient pas disponibles. Donc, il a fallu qu'on puisse organiser son remplacement, c'est-à-dire la nomination de nouvelles personnes pour constituer le Conseil. Ça prend du temps. C'est des consultations. Parce que quand vous allez demander au président de l'Assemblée nationale de désigner 2 personnes, il a plein de députés, n'est-ce pas? Quand vous allez demander au président du Sénat, ou je ne sais pas, de désigner telle personne. Donc, il faut choisir. Mais donc, ça prend du temps. 3 ans, c'est quand même beaucoup. Non, c'est pas beaucoup dans la vie d'une... c'est pas beaucoup dans la vie d'une nation. Les gens pensent que la vie d'une nation, c'est comme un être qui... Non, non, non. Il faut prendre le temps de bien faire. Et puis quoi, il y avait une course à quelque chose. Est-ce que la justice n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on n'a pas continué? Et parce que vous faites là comme le véhicule de transport d'une certaine rumeur qui pense que il faut que ça se tienne tous les jours pour qu'on frappe les magistrats. Non, pas forcément pour frapper les magistrats. Entre autres rôles aussi, il y a le dispatching des magistrats. Oui, mais ça ne doit pas se faire aussi chaque année, Madame Donquin. Ceux qui sont sortis de l'école, qui restent au... C'est 2 ans, normalement. 2 ans, la formation. Donc, quand vous dites même que ça doit se former... Ils sont restés à la maison 2 ans, est-ce qu'ils seront encore... Mais bien sûr, ils ont été opérationnels. D'autres sont restés, bien sûr, mais on a trouvé le moyen d'occuper certains d'entre eux. Dans tous les cas de figure, il y a eu un retard. Ce n'est pas une habitude. Il ne faut pas prendre une exception pour une règle générale. Et ça, je m'inscris en faux contre ceux qui brossent là-dessus, qui brodent là-dessus et qui mettent ça en exergue comme si les institutions de la République ne fonctionnaient pas parce que le Conseil supérieur de la magistrature a connu un retard cette année. Non. Est-ce que la justice a cessé de fonctionner? Les cours ont rendu les décisions. D'accord, les nouveaux auditeurs de justice n'ont pas pu intégrer, mais ils viennent d'être intégrés. Le mal est où? Un autre fait, c'est l'absence de dossier disciplinaire. Est-ce qu'on doit comprendre donc que tous étaient parfaits pendant 3 ans? Ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Vous voulez absolument qu'on punisse les gens même quand ils n'ont rien fait? S'il n'y a pas eu de dossier disciplinaire cette année, ça veut dire que les magistrats se sont comportés. Qu'est-ce que se sont bien comportés? C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de dossier disciplinaire pour montrer que notre justice fonctionne bien. Comment justifier? Le dossier disciplinaire, c'est l'exception. Il ne faut pas transformer l'exception en règle. D'accord. Comment justifier donc le fait que le magistrat Chi Valentin soit révoqué? Je ne peux pas parler des cas spécifiques. Ah, d'accord. Je ne peux pas parler des cas spécifiques, mais le président a réuni tous les éléments qui lui permettaient de prendre sa décision de manière discrétionnaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas à épiloguer là-dessus. Un magistrat qui se comporte mal, il peut être révoqué. Il n'est pas le premier magistrat qui a été révoqué dans ce pays. D'autres voix se sont élevées également pour parler s'agissant des nominations. Le Grand Nord serait à la traîne dans les nominations, les promotions et autres postes.
Tout ça, c'est vraiment des faux débats. C'est des débats vraiment qui nous entraînent dans le tribalisme. Nous voulons constituer un Cameroun de la mosaïque, un Cameroun uni, un Cameroun... ce que nous mettons en place, ce que le président de la République met en place, c'est un Cameroun de la conscience nationale et non de la conscience tribale. Nous devons partir de la conscience tribale à la conscience nationale. Se sentir camerounais et non baméleke, nordiste, ou béti, ou je sais plus moi quoi. Franchement, c'est primitif. Pardonnez-moi d'être violent, mais il faut que nous puissions dire à ces gens qui pensent comme ça qu'il faut arrêter. Est-ce qu'on peut imaginer en France qu'on dise que tel magistrat, il est breton, et l'autre est corse, et tout ça? Mais franchement, les gens vont rigoler à nos débats. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ça n'existe pas là-bas. Ils ont éprouvé... c'est des péchés de jeunesse, n'est-ce pas? Notre pays est jeune. Les gens n'ont pas encore démantelé les barrières tribales qui sont dans leur mentalité. Le Cameroun n'a que 60 ans. Et les frontières de notre triangle national n'arrivent pas encore à pénétrer les esprits des gens. Les gens restent encore enfermés dans leur petit territoire, n'est-ce pas, du village, de la tribu. Que partez chez vous, vous êtes chez nous, vous êtes chez vous. Non, on est tous Camerounais et on est partout chez nous. Et donc il faut démanteler ces barrières, ces frontières tribales qui existent dans nos têtes. Et je suis méchant si je dis que c'est encore primitif. Maître Momoan, le président de la République, exerce son droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais tout récemment, on a eu quand même des commutations de peine. Est-ce que là, ça ne remet pas un peu en cause finalement le rôle du président de la République dans cette instance, sachant qu'elle n'avait pas encore eu lieu? Non, les deux choses ne doivent pas être liées. C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République et normalement, il le fait parfois à la fin d'année. Pour la bonne année, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire pour souhaiter les mieux, pour dire, bon, on va détendre un peu l'atmosphère. C'est le pouvoir régalien. Il ne faut pas relier ça, n'est-ce pas, au Conseil supérieur de la magistrature qui examine les dossiers des magistrats. Et ça, ce dont vous parlez là, c'est des gens qui ont déjà été condamnés. C'est les recours en grâce qui ont été faits. Parce qu'il y a les recours en grâce qui ont déjà été acheminés, n'est-ce pas, avec l'avis du ministre de la Justice, qui donne son avis, puisque le ministre de la Justice est le Conseil de l'État. Le ministère de la Justice est le Conseil de l'État. Donc, nous donnons notre avis et le président prend les décisions en conséquence. Ce n'est pas lié forcément au Conseil supérieur de la magistrature. Alors, il vient de s'achever. Est-ce qu'il y a des grands chantiers programmés? Oui. Vous savez, comme je dis, notre pays avance. Et avance très rapidement. Et je pense que c'est ça qui donne le tournis à d'autres personnes. Parce qu'ils ne le voient pas. Il avance tellement vite. Il y a de grands chantiers qui sont en place. Je ne vais pas les évoquer à la place du président de la République, mais croyez-nous qu'il y a des grands chantiers d'amélioration, n'est-ce pas, de notre justice. C'est le point fort. C'est comment améliorer la justice. Nous avons fait des chamboulements, n'est-ce pas? On a fait des affectations, des mutations, des nominations, des promotions. Je pense que dans l'enthousiasme général, on espère pouvoir obtenir une justice de meilleure qualité, une qualité de plus en plus bonne que l'année dernière. Donc, l'objectif, c'est d'aller de l'avant. Et nous essayons d'aller de l'avant. Justement, au sujet de ces nominations-là, il se dit que l'impartialité dont on accuse souvent la justice est due aux propositions de nomination, je dirais, inappropriées, faites par votre ministère. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Oh, vous savez, on ne peut pas contenter tout le monde. Hein. Croyez-moi, on ne peut pas contenter tout le monde. Regardez, moi je suis là où je suis. Et je connais tellement de magistrats que si je devais faire la combine, si je devais nommer les gens en fonction de mes acquaintances avec eux, franchement, on ne pourra pas. Heureusement, c'est quelque chose de collectif.
C'est-à-dire que c'est pas une décision personnelle, c'est un travail collectif. C'est plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Je peux même vous donner un secret, vous dire très secrètement que parfois il arrive de voter. Oui. Donc, c'est pas une décision personnelle du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il y a toute une équipe derrière. Il y a tous les ouvriers, n'est-ce pas, tous les ouvriers de la justice, toutes ces petites fourmis qui travaillent à la renommée de la justice. Et il y a des gens qui sont précédés par leur réputation, bonne ou mauvaise. Ça arrive quand même à influencer aussi, n'est-ce pas, certaines décisions. Vous comprenez? Donc, je pense que des gens qui ont bien travaillé méritent récompense. Il y a aussi d'autres qui ont bien travaillé, dont la récompense n'est pas arrivée cette année, mais qui arrivera. C'est-à-dire qu'ils sont sous observation. On se dit, aujourd'hui, les places sont peut-être limitées, on a peut-être attribué ceci. Ils ont été méritants. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas démérité. Les autres ont aussi mérité, mais ça vient. On peut pas... Il n'y a que 10 coups d'appel. D'accord? On va pas nommer tout le monde président de la cour d'appel. Il faudrait bien choisir. Et quelquefois, il faut choisir entre deux personnes qui sont d'égale compétence, d'égale moralité, d'égale brillance, qui sont vraiment des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il va falloir prendre une seule. Maître Momo, que faut-il faire pour éradiquer la corruption qu'on dit vraiment ancrée dans ce secteur d'activité-là? Ouais, vraiment, moi aussi, en tant qu'avocat, je puis vous assurer que j'ai fustigé la corruption dans le temps. Dans les années 90, à la faveur de la baisse des salaires, la baisse drastique des salaires, et de la dévaluation du franc CFA qui avait suivi, nos magistrats ont vécu dans une certaine misère, dans une misère intolérable. Et j'ai souvenance qu'à Douala, parfois, à la cour d'appel, il n'y avait pas l'électricité. Il y avait aussi beaucoup de problèmes de délestage et tout ça. Je venais trouver le président de la cour, comme ça, assis dans son bureau, et il n'y avait pas l'électricité, il transpirait. Donc, c'est des gens qui ont travaillé dans des conditions très difficiles. Et je ne peux pas excuser la corruption. Je ne dis pas que les conditions difficiles de la vie autorisent la corruption, mais c'est des gens qui se battent. J'ai vu des magistrats se battre pour résister. Parce que qui dit corruption dit corrupteur. Il faut que quelqu'un vienne. Il ne peut pas vous chercher. Il est dans son bureau. C'est vous qui venez le tenter, comme le diable a tenté Jésus-Christ. Et au regard de son maigre salaire, certains succombent. D'autres résistent. Nous les connaissons tous. Je suis un acteur. Nous avons vu des gens qui résistaient. Nous avons vu des gens qui ont succombé. Qui ont dit, car pour moi quoi? Je mange ma part et je meurs une fois. Mais est-ce que la longévité aussi de ces magistrats-là, certains postes, ne contribuent pas au développement de cette corruption-là? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il maîtrise tous les dossiers. Il sait que si je bouge une lettre ici... Non, c'est pas ça. Je pense que il faut pas que les gens s'attachent au dossier. Et puis, il faut pas que vous me fassiez croire à vos téléspectateurs que la justice de notre pays est corrompue. Plus qu'ailleurs. Elle n'est pas aussi corrompue qu'on le dit. Je connais des magistrats qui travaillent. Je vous ai parlé des années 90. Mais depuis, il y a eu des réajustements de salaire. C'est nous, ça encore. Je suis un des acteurs qui s'est battu pour que ça change. Pour que les magistrats aient, n'est-ce pas, plus d'argent. Que leurs conditions soient améliorées. Ça, c'était mon cheval de bataille. Ah oui, farouchement, je me suis battu pour ça. Donc je suis fier aujourd'hui de voir que ce combat a payé, que les magistrats ont meilleure mine. D'accord? Ils ont même des voitures de fonction. C'était impensable. Aujourd'hui, le président de la cour d'appel a une voiture de fonction.
le procureur général, à la Cour suprême. Donc, je crois que ça a été, nous sommes en train d'avancer. Et nous sommes en train de combattre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de corruption. On les voit, on ne ressent plus la corruption. Parce qu'ils sont à l'aise. Ils ont les moyens, et ils ont les moyens matériels. Ils ont aussi les émoluments, puisque vous parliez des émoluments. Ils bénéficient de ça. Il y a le salaire, il y a les émoluments. Il y a, n'est-ce pas, le logement. Ils ont des avantages qui les mettent à l'abri. Or, je vous parlais des années 90 où je voyais un de mes amis magistrats qui avait le col de chemise qui était complètement déchiré. Il n'arrivait pas à changer sa chemise. C'était l'époque de la paupérisation. Il faut aussi que les jeunes magistrats qui arrivent aujourd'hui sachent que nous avons mené des combats pour qu'ils puissent avoir l'opulence qu'il y a aujourd'hui. Mais en même temps, disons les choses comme elles sont. Les gens ont toujours tendance à vouloir corrompre le juge parce qu'ils estiment que s'ils achètent le juge, il va leur donner la décision. Mais il faut qu'ils sachent que ça ne marche pas comme ça. Le juge ne peut pas torturer la loi. Parce que même si vous gagnez en instance, à la cour d'appel, vous allez perdre. Sauf à penser que vous allez encore partir à la cour d'appel corrompre l'autre juge. Ils seront trois, ils seront la collégialité. Il faudra alors corrompre encore trois. Donc bon, maintenant, si vous corrompez et que votre ami, votre adversaire corrompt aussi, c'est-à-dire si le juge prend à gauche, il prend à droite. Et si l'un a payé plus que l'autre. Donc, dans tous les cas de figure, ce que je vais vous dire, c'est que la loi triomphe dorénavant. La loi triomphe désormais. J'ai vu, je suis un témoin. Je sais que les magistrats font des efforts pour rendre de bonne justice. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Le monde parfait n'existe pas. Et je vais vous amuser en disant que, en prendre un parallèle, que la corruption, c'est un peu comme l'adultère. Tout le monde sait que c'est interdit. Mais dès que la nuit est venue, les gens, quand ils regardent à droite, à gauche, quand on ne le voit pas, ils essayent d'aller dans ce qu'on appelle le mapan, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça. Donc il ne faut pas... C'est-à-dire que ce sont des exceptions. Est-ce qu'on va dire que le mariage n'existe plus parce qu'il y a l'adultère? Est-ce qu'on va dire que l'institution du mariage ne fonctionne pas bien au Cameroun parce qu'il y a l'adultère? Donc la corruption, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, il y a les brebis galeuses que nous combattons. Mais dans tous les cas de figure, la loi a prévu que si vous avez les preuves, n'est-ce pas, d'une corruption, vous portez plainte. Et la loi vous protège. La loi protège le dénonciateur. Si vous dénoncez la corruption, la loi va vous protéger. On ne va pas vous poursuivre. D'accord. Dénoncez-le. Dénoncez celui-là et vous allez être protégé par la loi et on va condamner celui-là. Donc voilà. Les gens viendront vous parler de corruption et puis exagérer, épiloguer dessus. Dis-lui, bon, toi qui as vu là, tu as porté plainte à combien de magistrats? Il ne faut pas aller se cacher dans son cabinet ou bien dans sa maison et accuser à tort et à travers les gens. Vous accusez comme ça des chefs de famille, des papas, des mamans, des gens qui sont respectables. Il ne faut pas les salir non plus. Certains papas et mamans aussi sont corrompus. Je suis d'accord avec ça. Comme certains papas et mamans font l'adultère. Maître Jean de Dieu Momo également ministre. Il est avocat, mais il est également homme politique. Alors dites-nous, avocat et politique, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un conflit d'intérêts quelque part? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous dire que je suis le président d'un parti politique. Je ne suis pas le premier. J'ai eu des prédécesseurs. Il y a eu 7 Apollinaires, paix à son âme, qui étaient avocats ici à Douala et qui étaient président d'un parti politique. Il y a eu Yondo Black, le vieux Yondo Black, et qui a fait sa prison à cause, n'est-ce pas, toujours de la politique. D'accord? Donc, moi, je ne suis que parmi les autres avocats qui ont fait. Mais je dois vous dire que Nelson Mandela, c'est un avocat. D'accord? On a vu Barack Obama, c'est un avocat. François Mitterrand, c'est un avocat. Donc, la profession d'avocat, comme la profession de médecin, ou même hier, c'était les instituteurs, conduit à des fonctions publiques. Parce que c'est des fonctions
qui mettent en exergue l'art oratoire. Voyez-vous? On a vu les docteurs Félix Roland Moumier, qui étaient dans la politique. On a vu des instituteurs comme les Wanzier, oui, qui étaient dans la politique. On a vu des infirmiers comme notre tout premier ministre de l'indépendance, n'est-ce pas? Oh, j'ai oublié le nom de mon père là. Antoine-Marie Mbida. Non. Après Antoine-Marie Mbida. Oh, j'ai oublié le nom de mon père. Pourtant, c'est mon père, il est de Bolova. Il m'a reçu à Ibolova. Il m'a beaucoup encadré. Et bon, voilà, devant la télé, je panique et je ne connais plus son nom. Vous ne paniquez pas. Est-ce que le président du PADEC aujourd'hui se considère comment? Il est président, il est parti politique de l'opposition, il est allié au gouvernement ou il est parti il est de la majorité présidentielle directement? Le PADEC était un parti d'opposition radicale. J'aime à dire même racaille. Mais à partir du moment où nous avons compris que celui que nous combattions faisait déjà ce que nous voulions faire, et même mieux que nous n'avions plus aucune raison de le combattre. À partir du constat que les combats que nous avons menés, il a fait droit. Les revendications que nous avons présentées, il y a fait droit. Je vous ai parlé des droits de l'homme. Je vous ai parlé de comment nous nous sommes battus pour avoir le code, n'est-ce pas, de procédure pénale aujourd'hui. Je vous ai dit comment nous nous sommes battus pour avoir l'amélioration des conditions de vie des magistrats, pour avoir les conditions de travail des avocats, pour qu'ils accèdent aujourd'hui dans les postes de police. Donc, le président de la République est ouvert à tout cela. Nous avons vu que c'est un homme qui est ouvert, et depuis 1990, lorsque les premières revendications, c'était conférence nationale souveraine. Mais pourquoi faire? Pour la démocratie. Il a ouvert les portes à la démocratie. Les lois de la liberté, toutes les lois de 1990 sont les lois fondationnelles de la démocratie camerounaise. Et il y a eu la tripartite qui a fait appel à toutes, n'est-ce pas, les composantes de notre société dans la même salle, dans une conférence où il a été décidé du sort de la République. Et une constitution a été écrite pour la nouvelle République. Mais est-ce que c'est appliqué? Les lois, c'est bien, mais est-ce que l'application, on peut dire qu'elle est vraiment... Tout à fait, madame, elle est appliquée. La loi, si nos lois n'étaient pas appliquées, nous ne serions pas ici tranquillement en train de faire cette émission. Ce serait à feu et à sang. Nous sommes ici parce que les lois sont respectées, parce que la crainte du gendarme est là, parce que les gens sont là, ils ont peur, n'est-ce pas, de violer la loi. Les gens sont là, les gens respectent la loi. Il y a la police, il y a l'armée, notre armée nationale patriotique qui veille aux frontières. Il y a la police qui, n'est-ce pas, et la gendarmerie qui veille à l'intérieur sur nos biens, les biens des personnes et, n'est-ce pas, et de l'ensemble de la cité. Donc, si ces lois ne fonctionnaient pas, la République ne fonctionnerait pas. C'est vrai. Vous savez, dans la société, les gens ne sont jamais satisfaits. Et c'est parfois quand ils ont perdu la quiétude qu'ils regrettent le bon vieux temps. Nous sommes les combattants. Nous avons vu, nous avons avancé. Nous pouvons vous dire, en témoignant, que nous avons fait des pas de géant. Mais Maître Jean de Dieumo, est-ce qu'aujourd'hui le PADEC, vous êtes le président du PADEC, oui. Est-ce que votre entrée, ou alors devenir parti politique de l'opposition allié au gouvernement, est-ce que ça vous a servi ou desservi au regard, par exemple, des dernières élections locales? Je vais vous parler de ça. Nous sommes un parti de la majorité présidentielle. Et mieux, nous sommes un parti du président de la République. Je pourrais même m'avancer pour dire que nous sommes le parti qui soutient
le programme et les idéaux du président Paul Biya. Ce n'est pas simplement la majorité. D'accord. C'est plus que ça. Nous sommes attachés à la personne du président de la République et à ses idéaux et nous croyons en son programme. Nous croyons que c'est un patriote qui nous mène vers des cimes, vers l'émergence. Est-ce que ça nous a desservi? Non. Quelques personnes de mon parti, de notre parti, n'ont pas compris. Mais beaucoup ont compris. Beaucoup qui n'étaient pas de notre parti sont venus. Pendant que d'autres qui nous suivaient à cause de notre égarement dans le radicalisme sont partis retrouver les partis radicaux. Mais nous ne ménageons aucun effort au quotidien pour leur expliquer qu'ils ont tort et que nous avons vu, nous sommes sur le chemin, n'est-ce pas, de la terre promise. C'est nous qui avons vu la terre promise. C'est nous qui sommes là-bas. Donc ces gens-là sont un peu égarés. Et comme je vous dis, c'est d'abord parce qu'ils sont perturbés, ils sont formatés pour ne pas voir les avancées. Mais est-ce que vous, votre parti, est-ce que votre adhésion, ça vous a aidé à adhérer, le fait d'adhérer à la majorité présidentielle? Est-ce que le PADEC s'en sort? Ou alors parce que le RDPC a des conseillers municipaux, ça veut dire que le PADEC en a? Non, non, nous n'avons pas de conseillers municipaux. Tout simplement parce que nous avons... il y a d'abord la théorie du capital électoral. Est-ce que notre capital électoral s'est amenuisé? C'est possible, mais je ne le pense pas. Nous sommes allés à l'élection municipale et législative de dernièrement pour contrer un parti que nous qualifions de fasciste. Un parti violent qui crée la zizanie au milieu de notre peuple. Un parti qui crée la haine. Nous voulions nous opposer à cela. Nous nous sommes dispersés. Et vous savez, si le Barça livre un match et que l'Aigle Royal de Tchang, de la Menoie, l'Aigle peut taper le Barça va commencer à dire qu'il va taper. Avec la dernière actualité, l'Aigle de Tchang peut battre le Barça 8-2. Bon, ce que je voulais expliquer, c'est que nous sommes partis diminuer. Nous sommes partis gonfler à bloc pour combattre le parti fasciste qui a désisté à la veille des élections. Nous nous sommes donc retrouvés partout où nous avons investi des candidats face à notre allié au RDPC. Or, nous étions partis pas pour gagner, mais pour disperser les voix. Pour disperser les voix et permettre au RDPC de passer. C'est ce que nous avions l'intention de faire. Maintenant, quand il est parti, nous nous sommes retrouvés là. Il nous a même été conseillé de retirer notre candidature. C'est ce que le secrétaire général du RDPC m'a demandé de faire. Mais je lui ai dit, c'est trop tard parce que maintenant, mes militants sont déjà engagés. Ils vont être frustrés si je retire la candidature. Donc, moi je vous dis, et je l'ai répété ailleurs, que je n'aurais pas voté dans ces circonstances la liste PADEC de Tchang, par exemple, à la mairie de Tchang. Parce que, comme je vous parlais du Barça et de l'Aigle Royal de la Menoie, c'était un peu un match déséquilibré. On avait le RDPC hyper puissant, avec un fort capital électoral, et on avait une équipe du PADEC dont le président ne connaissait même aucun des acteurs. On a pris des gens comme ça pour faire les listes, qui n'étaient pas forcément des militants, que personne n'a vu sur le terrain en train de battre campagne. Je suis le seul qui battait campagne à Yaoundé, à Douala, à Tchang. C'est moi même qui battais campagne. Comme si j'étais candidat, alors que je n'étais pas candidat. On n'a vu aucun des candidats, parce que notre capital électoral était infinitésimal petit par rapport au... Donc nous ne pouvions pas gagner.
Alors, est-ce qu'on va conclure que c'est notre soutien au président Paul Biya qui nous a défavorisés? Je pense que non. Parce que nous avons perdu de 2 voix à Douala. Il nous a manqué 2 militants, 2 voix pour entrer au conseil municipal de Douala 5e. Ce qui veut dire que quoi? Qu'au lieu de disperser nos voix à Yaoundé, à Maroua, à Tchang, et tout ça, si nous nous étions concentrés dans notre fief, là où j'étais conseiller municipal, si on s'était concentré à Douala 5e, nous serions dans l'exécutif municipal de Douala 5e. Donc, nous avons péché. Notre stratégie n'a pas été la bonne. Madame, l'élection, ce sont des mathématiques, c'est le calcul. Ce n'est pas le bavardage. C'est on calcule. Moi, j'ai raté mes opérations, les calculs que j'ai posés. À partir du moment où l'autre parti, qui était notre adversaire, a désisté et ne s'est pas présenté, nous on était foutus. D'accord. Alors justement, on est à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Certains partis politiques estiment toujours que les élections ne pourraient se tenir que des élections, j'ai envie de dire, normales, dans un pays où toutes les zones sont pacifiées et surtout avec la révision du code électoral. Alors, qu'est-ce qui coince à ce niveau-là? D'abord, rien ne coince. Il faudrait que vous vous souveniez que nous sommes dans une dynamique de progrès. On a eu, avant, les sous-préfets qui regardaient les sous-préfets qui étaient en train qui supervisaient les élections. Oui. Ensuite, on les a changés, on a mis l'ONEL. Après l'ONEL, on est maintenant à Elekam. D'accord? Donc il y a une progression. Elekam qui serait un démembrement du RDPC. Ça, c'est ce que les gens disent. Je vous dis, il ne faut pas écouter ça. On ne va pas inventer le Camerounais. Parce que si vous mettez... Bon, si on met... les autres vont dire que c'est un démembrement du RDF, un démembrement du PADEC, un démembrement de tel autre parti. Donc, ce sont des Camerounais, ce ne sont pas des Tchadiens. Il faut arrêter avec ce faux débat. Deuxièmement, c'est une ruse politique de l'opposition pour accéder au pouvoir. Constatant leur manque de capital électoral, ce que j'appelle les détaillants politiques, face aux grossistes politiques et le RDPC. Parce que je suis un détaillant politique. Je suis un entrepreneur politique, mais détaillant, mon capital est trop petit. Et quand vous avez un faible capital, il faut aller voir un grossiste pour se mettre à côté. C'est ce que j'ai fait avec le RDPC. C'est ce que j'ai fait avec le président de la République. Okay. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, il faut constater que, comme ils ont un faible capital politique, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire pour mobiliser. Ce sont des techniques de mobilisation. C'est des mensonges. On trafique la vérité pour mobiliser. Ma thèse de doctorat pose là-dessus, hein, les démobilisations politiques. Donc j'ai travaillé la question d'abord sur le plan scientifique. Ok? Donc, ils cherchent des arguties à la place des arguments. Ils exposent des arguties à la place des arguments. Deuxièmement, la thèse de pacification de nos eaux, etc. Je crois quand même qu'on est déjà passé là-dessus. Pourquoi ils remettent ça encore en cause? C'est pas parce qu'il y a eu un assassinat ou deux là. Il n'y a plus de guerre là-bas. Il n'y a plus de véritable affrontement comme avant. On est dans la construction. On est dans la phase de la construction du nord-ouest et du sud-ouest. Troisièmement, et ce sera le dernier point, sur la révision du code électoral. Ce qu'ils visent, c'est l'institution d'un deuxième tour à la présidentielle, comme étant une ruse pouvant leur permettre d'accéder. C'est pas consensuel, ce n'est pas toutes les couches n'ont pas été consultées pour faire ce code électoral. Donc si, c'est une loi. Une loi, ça veut dire que c'est la... Mais vous voulez dire que nos représentants à l'Assemblée nationale, c'est une loi, madame. Faut pas véhiculer ce qu'ils disent là. C'est une loi émanation de l'Assemblée nationale, émanation du peuple camerounais. Donc, qu'ils disent qu'ils veulent un deuxième tour, je dis que c'est une ruse.
Parce que le deuxième tour à la présidentielle est une ruse pour unir de l'union des perdants pour battre le vainqueur. Mais si on est grossiste, s'il y a plusieurs détaillants, si on est un bon grossiste, on peut battre les petits détaillants. Mais bien sûr, mais si les détaillants se mettent entre eux, ils deviennent grossistes. On ne devrait pas avoir peur du deuxième tour. Personne n'a peur de ça. Qui a dit qu'on a peur? On a des institutions qui fonctionnent. Pourquoi vous voulez qu'on mâche tout? On leur donne. Et ils vont même pas avaler. Même si vous mâchez tout, vous leur donnez. Ils vont trouver toujours quelque chose à dire. Même si on instaure le deuxième tour et que le président gagne, ils vont dire qu'on a triché, ils vont dire qu'on a fraudé, ils ont toujours quelque chose comme un cache-sexe à dire pour mentir à leur électorat. J'ai été avec eux, madame. Il faut pas... sauf que moi, je suis quelqu'un de clair, de sincère, de vrai. Je ne suis pas là pour torpiller. Moi, je dis des choses comme je les pense, comme je les ressens, et c'est la vérité. Vouloir faire en sorte que au premier tour, au lieu de vous mettre ensemble pour gagner, vous partez à 10. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a jusqu'à 10. Vous dites que non, il faut un deuxième tour. Comme ça, les 9 vont s'unir pour battre le vainqueur. C'est encore la démocratie. C'est l'union des perdants du premier tour contre le gagnant du premier tour. Et je pense que c'est une ruse politique qui ne marche pas. Parce qu'elle est antidémocratique. Ok. Maître Momo, on saurait terminer cette émission sans parler des réseaux sociaux. Vous êtes très actif sur certaines plateformes où je dirais que les dérives vont plutôt bon train. Est-ce que vous, en tant que personnalité publique, comment est-ce que vous vivez ces attaques-là? Et est-ce que tout va ainsi parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a une forme d'impunité? Non, je pense que, vous savez, il y a encore la loi de Roberto Michels qui va intervenir là. Les gens ont besoin d'un chef. Et les gens ont besoin que le chef reste à l'Olympe. Donc, moi, qui étais avec eux, devenu ministre, ils n'arrivent pas à tolérer ça. Ils n'arrivent pas à tolérer, ils se disent que, pourquoi lui, ça on mangeait les beignets haricots ensemble, ça on était dans les mapas ensemble, maintenant il est avec les tapis rouges, avec la sirène. Donc il y a d'abord un peu de jalousie. Je comprends qu'ils puissent m'insulter. J'encaisse. Puisque j'étais avec eux aussi, j'ai aussi insulté ceux qui étaient au pouvoir. Ils ont encaissé. D'ailleurs, je suis disqualifié même pour les punir. Parce que je ne peux pas les punir, parce que si on m'avait puni comme eux, je ne serais pas là. Mais quand même, ça témoigne de la vitalité de notre démocratie, qui montre que ils prouvent eux-mêmes que nous ne sommes pas la dictature qu'ils sont en train de décrier. Parce que si on était une dictature comme ça, vous insultez un ministre de la Justice, moi je vous arrête, je vous jette en prison. Mais si je ne le fais pas, je crois que la communauté internationale derrière laquelle il s'abrite prend acte que nous sommes une grande démocratie ouverte et libérale, où n'importe quel kingdom peut se permettre d'insulter même le ministre de la Justice qui ne prend pas ça. Et j'apprends ça aux côtés du président de la République. On l'insulte matin, midi, soir, mais il a la tolérance comme maître, comme son livre de chevet, comme philosophie principale. J'apprends ça, être tolérant vis-à-vis des autres. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Madame Donquin, et je salue vos honorables, distingués téléspectateurs. Bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain. Voilà alors.